table ronde autour des communes de la périphérie bordelaise, avec deux communes de taille assez similaire, la ville de Léognan et la ville de Saint-Louès. Donc deux communes assez semblables donc par leur taille d'habitants, par leur contact avec la métropole bordelaise, par leur proximité. Évidemment, par rapport à ça aussi, les mêmes problématiques de pression foncière liées à cette métropole. Communes marquées aussi par une forte connotation et dimension agricole et d'espace naturel également. Donc c'est des territoires de périphérie mais au contact de l'agglomération. Et enfin, un territoire aussi largement marqué par l'attractivité du pavillonnaire et son étalement urbain, qui est aussi une des caractéristiques majeures de cette agglomération bordelaise. Alors, peut-être que je me tourne d'abord vers la commune de Saint-Loubès. Madame Favre, vous êtes maire de Saint-Loubès. Madame Platrier, vous êtes adjointe à l'urbanisme, non, à la culture et au patrimoine. N'hésitez pas à prendre le micro. Donc, vous êtes élu depuis 2020. Et depuis 2020, vous êtes attelé à un projet très ambitieux. Oui, mais je crois que je vais vous passer vous mon nous micro entendez là, rapidement. oui, c'est parfait. Oui, donc on a effectivement un projet de ville en transition pour la ville de Saint-Loubès. Alors justement, ce projet de ville en transition, est-ce que, rapidement, vous pouvez nous en dire quelques mots et rentrer un petit peu dans les fondamentaux, peut-être l'état des lieux que vous aviez et vos ambitions depuis 2020? Oui, donc le projet est vraiment basé sur le fait que la ville doit pouvoir se projeter sur un avenir où elle va pouvoir être plus autonome, donc plus autonome en énergie, en production d'énergie, en consommer moins, plus autonome en alimentation, donc être capable d'apporter aux habitants la nourriture dont ils ont besoin, et être plus en local pour tout ce qui est alimentation. Sur l'artificialisation des sols, donc gros sujet aujourd'hui sur l'architecture et l'aménagement du territoire, on est vraiment parti sur un principe de rénover plutôt que de construire et d'essayer au maximum de rester dans les enveloppes existantes de la ville ou de la zone industrielle pour éviter de continuer à grignoter sur les terres agricoles et naturelles qui sont quand même le gros problème de nos petites villes. Il faut rester dans cet esprit ville à la campagne que les gens apprécient. Donc, on est donc une commune, comme vous le voyez, entre Bordeaux et Libourne. Donc, on est dans une petite communauté de communes des rives de la Laurence qui est entre les deux grosses agglomérations. Et donc, je salue mes collègues des rives de la Laurence qui sont là. Et Saint-Loubès, c'est une commune de 10 000 habitants. Donc, sur la voie ferrée qui fait donc Bordeaux-Libourne, en bord de Dordogne. Et comme vous le voyez, il y a encore beaucoup d'espaces agricoles et naturels qu'il faut qu'on sache préserver pour pouvoir développer la ville. Donc on a développé une vision Saint-Loubès 2050 avec cet esprit qu'il faut garder cette ville comme une ville à la campagne. Donc les terres naturelles et agricoles qui sont au nord et au sud, notre idée c'est vraiment de les préserver telles qu'elles sont aujourd'hui et de pousser l'agriculture à ce qu'elle se renouvelle et qu'elle se diversifie malgré la crise viticole. En parallèle, donc, on a pas mal de petits hameaux, mais on a surtout un gros centre-ville. Et là, l'idée, c'est de densifier ce centre-ville pour qu'on puisse, dans la même enveloppe, faire habiter plus d'habitants, donc monter un petit peu plus haut, faire des petites résidences, tout en restant vraiment dans des choses acceptables pour le voisinage. Et ensuite, donc, on a aussi donc, les hameaux qui, eux, sont déjà plutôt au milieu des terres agricoles et naturelles. Et là, l'idée, c'est d'en garder le contour de manière à ce qu'on arrête de grignoter sur ces terres naturelles et agricoles. Et donc, vous voyez les petits ronds jaunes qui sont les hameaux qui sont un peu dispersés dans nos terres agricoles, au milieu des vignes. Et enfin, on a une grosse zone industrielle. Donc, même chose, cette zone industrielle avait des ambitions du précédent mandat à en faire beaucoup plus. Nous, on est convaincus qu'il faut maintenant s'arrêter et qu'il faut rester dans des mesures et que donc on peut faire un peu plus dans cette enveloppe-là, grossir un peu l'enveloppe, oui, on a prévu quelques hectares de plus, mais en tout cas, en aucun cas, franchir la voie ferrée ou rester rester dans cette zone existante nous semble très important et ne pas aller trop loin de l'autre côté de la voie ferrée. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui nous guide en fait en termes d'aménagement du territoire et on est en révision du PLU. Alors avec beaucoup d'enthousiasme des institutionnels autour de ce sujet, un peu moins de certains privés qui espéraient
soit vendre leur terrain agricole inconstructible, soit faire des projets sur des terres qui sont aujourd'hui pas construites. Hein. Donc, mais nous, on a vraiment cette conviction que la loi nous aide avec la ZAN, mais c'est vraiment vers ça que nous, on est convaincus qu'il faut aller. Sinon, on perdra cette qualité de ville à la campagne que les habitants de Saint-Loubès apprécient. Après, il y avait l'histoire du centre-ville aussi, tout restreint. Il y avait aussi quelque chose, enfin, un héritage, mais on a donc sur le centre-ville... Vous m'entendez ? Ouais. Tous les bâtiments publics sont regroupés, là on voit la petite pastille rouge, dans un cercle de 1 km, même pas, 800 mètres. On a les 4 écoles, on a le complexe sportif, la mairie, les équipements culturels, sportifs, l'église, voilà. Donc tout se concentre ici. Donc à 9h du matin, on a 1200 écoliers qui sont pour la plupart en voiture, donc on se retrouve avec une ville complètement saturée de voitures. À 16h30, c'est la même chose. Et donc notre principe aussi sur la vision de Saint-Loubès 2050, c'est de trouver d'autres centralités dans le territoire et d'implanter les nouveaux bâtiments publics parce qu'on a quand même une croissance, même si on essaye d'appuyer un peu la courbe pour ne pas avoir 20 000 habitants dans 5 ans. Il va falloir de toute façon construire des bâtiments publics et donc notre principe c'est de les mettre autre part. Donc là il y a des petites, des petites bulles. Peut-être avant. Et donc du coup voilà, notre équipe a acheté le petit 1, là, le rond 1 dans la coulée verte, donc un domaine de 10 hectares qu'on a acheté au niveau de la mairie. Donc domaine qui devait être initialement bâti en logement social mais que finalement qui était retombé en agricole puisqu'il n'y avait pas eu de projet en 10 ans. Il était urbanisé en 2 AU. Et donc, du coup, on a acheté ce domaine. On veut le préserver en coulée verte, c'est-à-dire qu'on est vraiment en plein milieu de la ville. On a du bâti qui va nous servir, mais Alice vous le racontera mieux que moi. Mais on reste dans cette idée qu'à l'intérieur de la ville, on a une coulée verte avec un ruisseau, donc coulée bleue. Trame noire aussi, puisque du coup, il n'y a pas d'éclairage. Et ça va être du coup un projet très intéressant que nous, on a appelé notre tiers-lieu public parce qu'on imagine plein de choses dans ce domaine. Et ça va être un marqueur fort de nos projets. Oui, ce qui est intéressant justement sur ce projet là, que vous développez, c'est une sorte de catalyseur de votre politique en termes de développement urbain. C'est un enjeu assez fort quand même de venir et de dire la mairie s'engage à acheter un domaine de 10 hectares. Et comment vous allez le développer, c'est vraiment la question après, puisque finalement, ça devient, comme vous l'avez dit, une nouvelle centralité. En fait, c'est la première étape. On a eu l'opportunité, il y a 1 an, d'acheter cette parcelle, ce domaine de 10 hectares. On n'était pas du tout au départ dessus. On se rend compte que c'est à vendre. On visite le site. Gros coup de cœur, parce qu'au niveau paysager, c'est un domaine mais magnifique. Et en fait, ça a été un tilt pour tout le monde, toute l'équipe. On a commencé à se rendre compte que dans cet endroit-là, on pouvait faire plein de choses et que ça cochait toutes les cases de ce qu'on avait envie de faire pour la commune sur le large territoire. Donc on parlait de résilience alimentaire. On a sur la parcelle une surface agricole de 6 hectares qu'on va conserver. On a un jardin paysager sublime qu'on va ouvrir en parc public. Et on a toute une zone bâtie donc avec des chais, des hangars et un beau château 18e qu'on va conserver et rénover. Et donc ce fameux ruisseau qui traverse le terrain mais qui connecte aussi la ville du nord au sud et donc qui va nous permettre de travailler une coulée verte et des mobilités douces parce qu'on a un collège à proximité et en fait ça va permettre aux collégiens qui habitent au sud de la commune au lieu de prendre la voiture de venir avec le vélo. Voilà. Donc là, vous voyez les photos, c'est assez joli. Et alors, ce qui est intéressant, donc là, on voit le chai. On peut peut-être expliquer ce qu'on va faire dans ce chai, Alice. Donc, alors c'est la slide d'après, comme ça, on a tout le voilà. Donc, ce qu'on veut faire nous sur ce beau domaine. Donc, j'ai parlé des cheminements doux, préserver évidemment ce poumon vert dans la ville. On a la partie agricole qu'on va développer avec une ferme maraîchère. Et alors là, j'ai ma collègue Céline Bagol qui est là, c'est son projet, donc elle vous en parlera peut-être tout à l'heure sur les questions-réponses si vous êtes intéressés. Mais elle est là. On a le besoin sur la commune d'une nouvelle école pour 2025-2026. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fléché tout de suite en début de mandat. Et déjà, le mandat précédent, on avait ce besoin de nouvelle école. Et en fait, en mettant cet équipement ici, on va s'écarter de la ville et des problématiques de bouchons du matin. Et on va travailler une sectorisation aussi par géographie, parce on le voit sur la carte, énormément de pavillons.
tout autour. Et donc c'est tout autant d'élèves qui vont pouvoir venir à pied ou en vélo à l'école. Et donc ce qui nous intéressait aussi au-delà du lieu, c'est qu'on avait donc ce bâti existant à rénover. Donc on a 600 mètres carrés de chais qui seront rénovés. On aura quand même du neuf, parce que ça ne suffisait pas pour le programme. Il manquait 600 mètres carrés de surface. Donc on fera un bâtiment neuf. Et donc ça fera tout un groupe scolaire de la maternelle donc, à l'élémentaire, d'une dizaine de classes, avec des belles cours oasis. Et effectivement, la partie neuve, on va y mettre un maximum de notre envie politique sur... de passivité énergétique, bâtiments... d'un matériau voilà. biosourcé, etc. Donc on y va à fond. On a une super équipe d'archi qui nous aide. Donc c'est Trax Architectes qui ont gagné le concours cet été et qui sont encore plus fous que nous sur la technique et l'innovation. Donc on s'est vraiment trouvé. Là on parle aussi de la relation maire-architecte. Donc ça il faut vraiment saluer quand on arrive à partager une vision avec une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est génial. Parce qu'ils nous challengent aussi. Même si nous, on a tendance à les challenger, ils nous challengent aussi. Donc là, on a cette partie bâtie. Et ensuite, donc, on a le parc public qui va venir liaisonner tous ces programmes avec au centre le château 18e qui, pour l'instant, va rester en l'état parce qu'on n'a pas les financements pour, mais on l'espère sur un prochain mandat, pouvoir le rénover et en faire donc, la salle du conseil, des activités culturelles, des résidences d'artistes, etc. Donc en fait, finalement, j'ai envie de dire, c'est un bon plan parce que sur un achat d'un domaine, on va faire tellement de choses pour la population. Pour nous, c'est... Et en artificialisant très peu, finalement, par rapport à ce qu'on aurait fait si on avait pris un prêt pour mettre l'école. Hein. Donc, on est vraiment dans la logique de se dire, c'est déjà artificiel pour partie, j'en fais un peu plus, mais je fais moins que si j'avais pris un prêt que j'avais bétonné. Donc, on est vraiment dans cette logique de faire avec l'existant. Et très grosse ambition et très gros déploiement d'énergie sur seulement 3 années quand même. C'est bel Alors, effet. il faut quand même noter qu'en parallèle, on essaye aussi de rénover l'existant. On a une trentaine de bâtiments publics et ils sont pour la plupart quand même assez anciens. Donc on essaye aussi de faire en sorte que les anciennes écoles bénéficient d'améliorations. Donc c'est vrai que ça nécessite de mettre un peu tous les fers au feu en même temps. Mais c'est quand même important qu'il n'y ait pas qu'une belle jolie école en 2026 et que toutes les autres aient continué à se décrépir pendant ces années-là. Merci beaucoup. Alors je vous propose de passer pas bien loin au sud de l'agglomération bordelaise. On arrive à Léognan. Donc Laurent Barban, maire de Léognan. Donc vous êtes à votre 2e mandat. Vous êtes architecte et maire. Donc un maire et un architecte en une seule personne. Vous êtes praticien donc, et installé à Léognan depuis près de 20 ans. Donc une parfaite connaissance du territoire aussi. Tout à fait. Et puis je vous laisse présenter un peu toutes ces ambitions à la fois communales et de relations maire et architecte. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je salue mes collègues élus et confrères aussi, parce qu'effectivement aujourd'hui on est dans l'approche un maire, un architecte. Avant de parler un petit peu plus de Léognan, je voudrais saluer la présentation qui a pu être faite par ma collègue de Saint-Loubès. Alors je ne connais pas Saint-Loubès, j'ai un peu honte. Je disais tout à l'heure que moi je venais des Pyrénées, j'avais déjà traversé le Gave de Pau, alors traverser la Garonne c'était beaucoup pour moi. Donc mais il faut que je vienne vous voir parce que les projets que vous nous avez présentés sont extrêmement intéressants et ils ont trouvé beaucoup de résonance dans ma mission aussi de maire à Léognan et je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup d'équipes en place qui ont des convergences d'intérêts et des convergences de vues concernant l'aménagement de leur territoire. Donc bravo pour ce travail. Vous avez réussi en quelques mots à vraiment nous faire rêver et à me faire venir à Saint-Loubès. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc voilà. Je n'en doute absolument pas. Comme le disait Nicolas Merlot, donc moi je suis maire de Léognan depuis 2016. Je suis devenu maire en cours de mandat. En fait, initialement, je me suis engagé en politique dans les années 2000. Le maire de l'époque à Léognan m'avait proposé de faire partie de son équipe en tant que simple conseiller municipal, mais qui avait la lourde délégation de s'occuper de l'urbanisme. C'était passionnant et quand il a voulu prendre sa retraite, il m'a proposé à moi, le Benjamin du conseil municipal de Léognan, de prendre sa place, ce que j'ai fait. Je n'étais peut-être pas au courant de
tout ce qui m'attendait derrière. Souvent, il y a une part d'inconscience quand on s'engage en politique. Je vois que ma collègue est d'accord. Mais je l'ai fait et je l'ai refait puisque je me suis présenté en 2020 avec une équipe renouvelée et nous avons été réélus et c'est une très bonne chose, on en est très content. Parallèlement à ça, j'ai toujours conservé, comme le disait Nicolas, mon métier d'architecte parce que je considère qu'être élu, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Je pense qu'ici, on l'entend souvent au niveau du salon et du congrès des maires. Et l'approche qu'on peut avoir en tant qu'élu de notre mandat, de l'aménagement du territoire, d'un certain nombre d'enjeux, et je dirais pas facilitée, mais elle est grandement aidée par le regard qu'on peut avoir dans notre profession d'architecte. Donc moi, ce que je voulais, je vais vous dire un petit mot sur l'éolien, et après je voudrais vous détailler quelques petits points si on a le temps, qui sont vraiment liés à cette interaction extrêmement forte qui existe entre l'élu et l'architecte et la nécessité justement de pouvoir arriver à constituer ce tandem. Notre collègue l'a dit tout à l'heure, effectivement, quand on travaille avec un architecte, on a vraiment, on peut tout se dire et il faut qu'on soit, c'est comme avec le médecin, il faut qu'on soit en confiance parce que dans le développement de nos communes, on a besoin de pouvoir arriver à faire état de nos besoins, à être accompagné, à explorer des pistes, à en refermer d'autres. C'est vraiment tout un travail empirique et expérimental qui est extrêmement important. Donc le tandem un maire architecte, il est effectivement très très important. Donc juste deux petits mots sur la commune. Comme vous pouvez le voir, Léognan est situé au sud de la métropole bordelaise, ne fait pas partie de la métropole bordelaise. Nous appartenons à une intercommunalité qui s'appelle la communauté de communes de Montesquieu, qui comprend 13 communes, à peu près bientôt 50 000 habitants. Donc on a la même pression foncière que Saint-Loubès, on a la même configuration justement de périurbain avec une grande présence, vous vous en doutez bien, viticole, parce que j'ai pu m'apercevoir que Léognan fait un peu plus de 10 000 habitants, 10 500 habitants. J'ai un peu honte de voir ici, au Congrès des maires et au Salon des maires, des collègues de communes bien plus grandes que Léognan dont je n'ai jamais entendu parler. Alors que nous, à Léognan, on a une chance d'avoir un marketing territorial qui est déjà fait par le biais de la viticulture. Donc c'est un point important et un point notable. Mais on va pouvoir le voir tout à l'heure, cette question de coexistence avec un vignoble très urbain demande de pouvoir l'intégrer dans nos orientations d'aménagement, demande de pouvoir l'intégrer dans nos documents d'urbanisme. Donc il y a tout un travail qui a été initié sur les lisières viticoles. Donc on travaille avec le CISDO, ceux qui connaissent cet organisme qui accompagne justement qui réalise le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise. Et on a travaillé avec eux en expérimental et maintenant ça a été généralisé pour travailler sur ce point des lisières viticoles qui est une des problématiques qui peuvent exister sur notre territoire, mais pas que, parce que je sais que vous devez sûrement avoir ces mêmes approches-là à prendre en compte. Donc, juste pour terminer sur Léognan, je crois qu'il y a la slide d'après, Nicolas. Je les ai récupérés il y a très très peu de temps, parce qu'on est en train de réviser notre PLU. Et lors forcément d'une révision de PLU, on a des données qui ont été mises à jour. On peut voir qu'on est effectivement dans la typologie bien connue de communes périurbaines, avec mine de rien des ménages qui sont de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de couples ou de couples sans enfants. Donc on n'est plus forcément une commune familiale. On a pu voir un certain nombre d'évolutions là-dessus. Je ne sais pas si j'avais mis une deuxième slide. Oui, voilà, deuxième slide qui montrait la très forte prégnance des logements individuels sur notre commune. Et je crois que c'est un enjeu et en tout cas un contexte extrêmement fort pour nous, élus de ce type de commune, à prendre en compte. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de réviser le PLU et le regard que l'architecte que je suis, on est toujours architecte à un moment ou un autre de la journée, peut avoir sur l'aménagement de son territoire et sur les orientations d'urbanisme, il est forcément questionné par cette question de l'habitat individuel. Je pense que dans les décennies à venir, il va y avoir besoin de pouvoir repenser le modèle de l'habitat individuel qui est extrêmement consommateur de réseau, qui est extrêmement consommateur d'espace. Et rien que d'arriver à repenser une autre forme d'habitat individuel peut nous amener sur une forme de densité. Alors je dis un mot
qu'on pratique en tant qu'architecte, mais qui fait très très peur aux élus et à la population, c'est l'approche de la densité. Et là, effectivement, il faut qu'on puisse arriver à faire comprendre qu'il peut exister une densité qui est quand même compatible avec une image d'Épinal de la maison individuelle, sans qu'on bascule de suite dans la métropole telle qu'on peut l'avoir par ailleurs. Donc cette approche, ce point d'équilibre, il est très très important déjà d'un point de vue pédagogique. Il faut pouvoir bien sûr l'expliquer. Ce point-là, il est important pour un élu et il est aussi important pour un architecte. Et lundi soir, nous étions à Léognan dans une grande réunion de présentation du PADD, enfin en tout cas de lancement du PADD pour la réalisation de notre PLU. Et même si l'élu que je suis veut impliquer la totalité du conseil municipal de sa commune, on a fait des formations, on a travaillé avec l'association des maires de Gironde, avec le CAUE pour faire en sorte que le PLU ne soit pas le travail d'une seule personne, en l'occurrence du maire, et c'est vraiment un travail collégial. Je m'aperçois qu'il faut effectivement qu'on continue, nous les élus, à impliquer au maximum tout le monde. L'urbanisme, c'est compliqué et il ne faut pas tomber non plus dans le piège extrême de s'appuyer sur l'élu qui a des connaissances en architecture, en urbanisme pour travailler sur ces documents-là, parce que sinon ça sera forcément un échec d'appropriation. Donc c'est un petit peu sur ce point-là que je travaille. Après, en réunion, on peut répondre, on est toujours plus à l'aise et on peut aller plus vite. Ça, c'est vraiment effectivement un des gros points forts de pouvoir s'entourer de ces compétences-là. Alors, j'avais prévu, Nicolas, d'évoquer dans mon intervention un point qui est très important aussi au niveau du tandem maire-architecte. Tu remets de l'ordre si je suis trop dans le désordre. Tu as encore un peu de temps. Du tandem maire-architecte, et je voulais évoquer ici un point qui me semble très important, c'est que tant l'élu local, en l'occurrence le maire, que l'architecte, ce sont des personnes qui sont soumises en tout cas à des obligations de respectabilité, à des obligations de déontologie et à des obligations de respect d'un certain nombre d'engagements. L'architecte, il prête serment, il respecte une déontologie, il s'est engagé, on a fait de longues études pour faire cette profession et on s'engage justement à appuyer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je considère que l'architecte doit être l'acteur central justement de la transition écologique. Et l'élu local, il a aussi des engagements. Maintenant, il existe une charte de l'élu local. On a des engagements. On fait tous de la politique, non pas pour faire carrière. Hein, c'est pas le cas des élus locaux ici. On fait la politique pour justement pouvoir faire progresser nos territoires, pour justement mener des projets qui vont dans le sens aujourd'hui des enjeux climatiques qui sont extrêmement prégnants. Donc cette double référence à la déontologie, qu'elle soit présente chez l'architecte et chez l'élu, devrait être déjà la première raison de la prise en compte de ce tandem et du fait que les élus ne doivent à aucun moment hésiter de pouvoir s'appuyer sur les compétences d'un architecte. Ça a été très bien illustré tout à l'heure. Une bonne équipe de maîtrise d'œuvre, d'architectes, justement, en plus ils vous challenge, donc effectivement c'est quelque chose de très important, c'est un travail d'équipe. Et l'architecte doit pouvoir travailler à ce sujet-là. Et juste une petite question complémentaire par rapport justement à la thématique qui est le ZAN, dans ses grandes lignes. Il y a des sujets, notamment sur la communauté de communes, on a un peu échangé tout à l'heure. Comment justement la voix du maire architecte, de l'architecte maire, plutôt dans ce cas-là, peut porter? Ce sujet du ZAN, il est là aussi hyper central, parce qu'il peut être perçu, le président du Sénat le disait tout à l'heure sur la partie congrès, il peut être perçu comme un empêchement des élus locaux à se développer. Et ce n'est pas du tout ça. C'est là que les architectes doivent être force de proposition et force de réflexion, parce que je crois qu'il y a un péché originel autour du ZAN, qui est la mauvaise présentation de ce dispositif. On est dans un urbanisme de tableau Excel. On va raisonner
un hectare, ça ne veut rien dire. Un hectare, dans la zone que vous avez évoquée, a une autre signification qu'un hectare qui est couvert par un parking. Un hectare, ça ne veut rien dire. Et effectivement, la lutte contre l'artificialisation des sols, elle doit être contextualisée. Elle doit être justement en référence avec des espaces fragiles, des espaces en devenir. Et cette approche-là, elle est différente sur tous les territoires. Et aujourd'hui, le débat tel qu'il est mené, il n'est absolument pas satisfaisant. Au contraire, on est en train d'un côté d'agiter un épouvantail. Il y a une sorte de surenchère autour d'une thématique qui, il ne faut pas l'oublier, la lutte contre l'artificialisation des sols, c'est quelque part la lutte pour préserver les espaces naturels et agricoles. C'est rien plus que ça. Donc venir chiffrer ces choses arbitrairement, c'est extrêmement dangereux et on est en train de monter le bon sens local contre les élus locaux. Il faut effectivement en avoir sens. Je sais que ma collègue veut rebondir, mais tu peux... Oui, non, moi je voulais aussi rebondir sur cette profession qui du coup est en face de règles qui évoluent. Et du coup qui est obligé de se réinventer. Donc pour moi c'est assez compliqué quand on a un projet innovant comme le nôtre de trouver les bons partenaires. On a eu beaucoup de candidats pour notre projet d'école, 75 candidats. On a trouvé, je pense, la perle rare et ça va bien se passer. Mais on voit aussi qu'un certain nombre vous disent il vaut mieux raser et reconstruire, ça sera plus efficace. Efficace, je ne sais pas. Moins cher, peut-être. Mais en tout cas, d'un point de vue bilan environnemental, ça me semble quand même une aberration. Et ça, quand on entend un architecte dire ça, on se dit, bon, il n'a peut-être pas regardé tous les paramètres qu'on regarde aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il y a 20 ans, on disait ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un travail aussi de mieux comprendre ces règles, de mieux comprendre la RE 2020, de mieux comprendre tout ce qui est maintenant qui s'applique à ces métiers-là. Et les partenaires qu'on a dans les communes, ils ne sont pas toujours bien au bon niveau pour bien nous accompagner. Alors quand on est innovant, on se heurte à tout ça. Et c'est pas facile de faire avancer un projet qui, des fois, a un petit coup d'avance, quoi. Je rebondis là-dessus, mais justement, avec, on parlait des ambitions que vous aviez justement sur Saint-Loubès et que vous avez mis en place de façon très rapide. Quels sont justement les freins justement, par rapport aux acteurs que vous avez rencontrés dans cette application ? Donc nous, quand on travaille par exemple des matériaux biosourcés, comme faire une isolation biosourcée, par exemple en jean recyclé, ce qu'on a fait sur 2 bâtiments, on s'aperçoit que les contrôleurs techniques nous disent non, vous ne pouvez pas, on n'a pas exactement les bonnes conformités, c'est quand même mieux la laine de verre, pourquoi pas la laine de roche, bon, c'est quand même pas les bilans environnementaux idéaux non plus, hein. Et donc on s'est retrouvé à payer déjà le matériau plus cher, mais ça c'était notre conviction politique, mais on paye en plus de la sécurité incendie pour que le contrôleur technique nous dise que le RP est conforme, sinon on se retrouve coincé par une conformité qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc on est vraiment dans une double peine où on est innovant, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous semble faire du sens sur tous les paramètres, ça coûte un peu plus, on est prêt à le payer, mais on se retrouve à repayer autre chose parce que on a en face de tout ce métier qui ne sait pas faire. On a fait un préau photovoltaïque, on a à Saint-Loubès une usine de recyclage des panneaux photovoltaïques, donc on a dit on va mettre des panneaux d'occasion. Et les contrôleurs nous ont dit, structure neuve, il faut des panneaux neufs dessus. On dit, bon, ok, et donc, et si on ne le fait pas, et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas assurer, vous ne pourrez pas être conforme, etc. Et donc, on a mis des panneaux neufs, alors qu'à 3 km de cette école, il y a des panneaux d'occasion qui sortent d'une usine et qui donnent la même conformité qu'un panneau neuf. Et typiquement, là, c'est vraiment des choses qui nous font râler, parce qu'on se dit, on a capacité à faire beaucoup mieux que ça, et on n'y arrive même pas, alors que nous, on est convaincus. Alors imaginez tous ceux qui ne sont pas convaincus, ils ne sont pas prêts d'y aller. C'est un autre point commun entre l'architecte et le maire, c'est qu'on est tous les deux soumis à des surenchères normatives qui sont tout aussi absurdes les unes que les autres. Et pour le coup, c'est même avec les architectes dans l'équipe où reste toujours difficile. Hein. Il y a encore du boulot. Même si la profession essaie de faire bouger les choses, il y a encore pas mal de choses à voir et à faire évoluer. Peut-être un dernier mot qu'on s'était peut-être octroyé, à moins qu'il y ait peut-être des questions là-dessus. Alors, on avait parlé justement du dernier volet de votre projet qui méritait de discuter, qui fait un peu le lien avec ce qui avait été présenté tout à l'heure par Marjane sur la proximité de Grasse, qui était sur l'agriculture vivrière sur votre site. Oui, donc un des projets du tiers-lieu sur le domaine de Modéry, ça sera de travailler donc, cette surface agricole existante pour en faire une ferme maraîchère. On n'a pas le modèle encore complètement défini.
mais on travaille dessus. Et donc, parce que notre grand principe, c'est de pouvoir nourrir les enfants des cantines avec nos légumes. Voilà. Donc ça, c'est sur le long terme. Donc c'est un peu long, évidemment. On n'est qu'au tout début. Voilà. Mais la finalité, c'est de pouvoir être autonome. Alors, il y a pas mal de communes qui ont déjà travaillé ces sujets-là, comme Ouansartou, que vous connaissez certainement, qui est un exemple. Une ville de 10 000 habitants aussi, mais pas le même climat, pas le même sol. Nous, voilà, on a des problématiques différentes. Mais Céline Bagol qui est là, éventuellement, si vous avez plus de questions techniques. Ce qui est important, c'est surtout de se dire qu'on ne veut pas faire de l'agriculture avec des bassines, évidemment. Il faut qu'on le fasse intelligemment, dans le respect de l'environnement. Alors, on a un ruisseau qui passe, on a des sources, etc. Mais l'idée, c'est pas non plus de vider toutes les ressources en eau. Donc, faire pousser les bons éléments par rapport à la consommation d'eau potentielle. Donc, les points de départ aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur 2 projets plus citoyens et de travailler le cœur de la ferme plutôt dans cette idée de comment on fait pousser dans un respect complet. C'est-à-dire que oui, ok, on peut faire une bassine, mais on ne serait pas content de faire un projet où l'eau est stockée comme ça. Donc voilà, c'est vraiment... du coup, ça prend un peu plus de temps que si on avait dit à n'importe quel fermier de venir s'installer, mais on tient à le faire progressivement et à faire ça en respectant nos valeurs. Très bien. Je voulais juste rajouter un petit mot pour rebondir sur ce qu'a dit ma collègue maire de Saint-Loubès sur la rénovation des bâtiments. Il y a un sujet qui est en ce moment développé par toutes les communes et les intercommunalités de France, c'est le travail du tri à la source des biodéchets. C'est un très beau sujet, parce qu'effectivement, notre société doit pouvoir se questionner sur les destinations de ces déchets. Un bâtiment public, c'est aussi la même chose, et un bâtiment public, ça se recycle. Effectivement, c'est extrêmement important de toujours garder une forme d'opiniâtreté contre l'idée de dire cette structure, elle est vieille, elle est amiantée, elle n'est pas aux normes, il faut faire tabula rasa et recommencer. Non, je suis persuadé qu'il y a vraiment d'autres manières de faire, et on peut le voir de manière chiffrée. On a des exemples très clairs à Léognan avec des bâtiments qu'on arrive à réhabiliter. C'est plus compliqué, c'est pas plus cher, mais derrière on garde quand même une logique de travail sur le site. On va réutiliser des matériaux, on va conserver une implantation qui est pertinente. La démolition n'est pas la solution à tout, et je crois que cette idée-là, il faut aussi qu'on la développe, là pour le coup, en tant que professionnel de la création du cadre de vie, d'architecte, d'urbaniste, dans nos territoires, parce qu'elle va permettre aussi à la ville de se reconstruire sur elle-même. Il y a vraiment tout un travail, je dirais, d'écologie urbaine et de renouvellement urbain à travailler dans cet espace-là à tous les niveaux. Il faut vraiment en garder conscience. Je m'adresse aux élus et je sais que les architectes ils sont sensibles. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que je parle en tant qu'archi aussi, c'est intéressant de se dire on avait l'habitude de faire de la maison individuelle ou du logement neuf. Et là, il y a aussi une nouvelle façon de travailler qui est de rénover. Et en fait, on va, je pense, avoir de plus en plus de commandes aussi sur de la rénovation un peu pointue et sur de la rénovation pour faire des bâtiments publics ou pour transférer d'un usage à un autre. De passer de bureau à logement, par exemple, c'est quelque chose qui va de plus en plus s'accélérer aussi. Parce que je pense que les grandes tours de bureaux, on va être un peu moins sur ce modèle-là, mais bon, je m'égare un peu. Juste une dernière chose sur la rénovation. Nous, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça à Léognan, mais on hérite d'une commune qui a énormément de bâtiments publics. Et qui, les personnes qui étaient avant à la mairie n'étaient pas forcément sur cette ambition de rénover ou de maintenir en état les bâtiments. Et là, on arrive aussi à une réalité d'avoir des bâtiments qui ont 30 ans, que ce soit au niveau culturel ou sportif ou les écoles, et des catastrophes. C'est-à-dire que nous, on arrive et la priorité, alors on est très concernés par la rénovation, mais de toute façon, la priorité, c'était de maintenir en état et en vie ces bâtiments, parce que quand on voit les écoliers qui sont dans des classes avec des champignons, vraiment, c'est une catastrophe. Et on est donc sur une espèce
d'urgence à rénover. Et même si on n'avait pas cette vision politique très particulière de ville en transition, on a cette obligation pour les administrés de leur proposer des bâtiments publics de qualité. Et je pense qu'on n'est pas la seule commune à arriver sur un temps où on arrête de dire chaque mandat égale un bâtiment neuf et on oublie les autres. Là, je pense qu'on va devoir tous urgemment rénover, être malins, mais après vient se poser la question du budget et du financement, parce qu'on n'est pas non plus dans des périodes simples. Et malheureusement, même si on a beaucoup d'ambition, on a un temps devant nous qui est compté, en plus parce que nous, on est élus pour un temps donné, on est de passage, donc on essaie de faire un maximum de choses. Mais là, en ce moment, au niveau du contexte économique, c'est pas simple. Et moi, je voudrais compléter aussi la rénovation par rapport aux logements, puisqu'on est, je pense, tous les deux soumis à la loi SRU, donc on n'est pas à nos 25% de logements sociaux. Mais il y a quand même un mécanisme très simple qui serait de prendre du logement privé qui est en locatif et de le faire basculer en social en le rénovant énergétiquement. Et ça, les bailleurs aujourd'hui, ils ne sont pas très moteurs là-dedans, ils sont un peu frileux. Donc nous, on essaye avec l'établissement public foncier de faire des préemptions et de pousser ce genre de programme. Mais je crois qu'on a tous à y gagner, c'est-à-dire que chaque fois qu'on prend un logement privé et qu'on le passe en social, ça fait moins un d'un côté et plus un de l'autre. Si en plus on le rénove énergétiquement, ça fait baisser la consommation énergétique. C'est vraiment tout bénéfice et on devrait tous se précipiter là-dessus parce que ça ne fait pas grossir la ville, ça ne rajoute pas de logements. Mais en plus, ça fait des habitats beaucoup plus confortables pour les habitants et plus économes. Donc c'est vraiment une dynamique qui nous semble très importante à pousser. Et sur le développement urbain, justement, toujours d'un point de vue urbanisme sur Léognan, sur le raménagement et artificialisation et revitalisation de centre-bourg. Oui, un petit mot, c'est vrai qu'on a un projet, alors je recoupe sur ce qu'a dit ma collègue, on a les mêmes bâtiments publics. On a les mêmes problématiques. Effectivement, l'avantage, c'est qu'on s'aperçoit quand on en discute qu'on a effectivement les mêmes enjeux. Oui, on est en train de lancer un projet très important de requalification des espaces de centre-bourg. Et on a voulu justement être exemplaire à deux niveaux. Le premier niveau, c'était concernant les énergies renouvelables. On a sur notre territoire un gros projet dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle le projet Horizeo, qui est situé à Socat, juste au sud de Léognan. C'est un projet qui prévoit de créer une zone photovoltaïque de 2000 hectares en zone naturelle et forestière. Donc ça nous questionne énormément. Et il y a eu une enquête publique nationale qui a été hébergée notamment à Léognan. Et nous, on s'était dit au sein de notre équipe qu'on ne peut pas d'un côté s'opposer à ce projet-là et ne pas être force de proposition pour équiper tous les bâtiments publics à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qu'on est en train aussi de lancer, de travailler sur les zones qui sont déjà imperméabilisées, de mettre des ombrières, de travailler sur nos bâtiments publics, même si c'est très compliqué. J'ai déjà entendu pour chaque bâtiment public, pour chaque vestiaire de sport, non, la toiture ne supportera pas le poids du panneau photovoltaïque. Donc il faut se battre, on y arrive. On y arrive et il faut trouver le bon axe de travail, mais c'est effectivement souvent des fois un petit peu fatigant. Et au niveau du centre-bourg, on a voulu aussi être exemplaire d'un point de vue de la renaturation. Alors, on est sur du travail à long terme, j'espère le voir avant la fin du mandat, mais on a pris la décision de renaturer énormément d'espace autour de l'église, on a décrouté, on a enlevé plusieurs générations d'enrobés, de bicouches et de béton pour arriver à faire en sorte que l'eau pluviale de centre-bourg puisse s'infiltrer. On a une grosse problématique, on a une magnifique, si vous venez à Léognan, il y a un très beau marché public, on a une problématique de pins parasols qui déforme le sol, je sais qu'on a une léonianaise là, qui déforme le sol et pour moi, il est impensable d'enlever une canopée de pins parasols. Donc, on a trouvé, là encore une fois, avec aussi un architecte et un paysagiste, une solution qui nous permettra de pouvoir arriver à retravailler cet espace-là en gardant toutes les activités sur un sol non stabilisé, mais non enrobé, non imperméabilisé. Donc, effectivement, ces enjeux-là, ils sont très importants et c'est du mètre carré après mètre carré qui nous permet aussi de travailler, de lutter contre l'artificialisation de notre territoire de manière beaucoup plus intelligente que par des hectares attribués ci et là par le gouvernement. Une reconquête chèrement gagnée petit à petit. Exactement. Il y a une question, monsieur, oui. Oui, bonjour, Jean-Charles Huer, architecte des Hauts-de-France. Merci pour la qualité de votre intervention.
juste un échange culturel. Comme on est proche de la Belgique, je vous invite à aller voir le travail que font les jeunes architectes bruxellois sur la rénovation. Avant, on parlait de bruxelliser une ville et ce n'était pas flatteur. Et justement, ils sont dans une démarche de rénovation assez extraordinaire. Et donc, je pense que c'est intéressant. Une question, comment on fait pour être élu et architecte ? Alors déjà, on clarifie sa position vis-à-vis de l'ordre. Mon agence, je suis un artisan de l'architecture, hein, mais je suis basé à Léognan, mais je ne travaille pas sur ma commune. Je ne travaille pas sur le périmètre de mon intercommunalité. Je travaille même beaucoup plus loin parce que pour moi, ce n'est pas sain de croiser des élus à qui j'aurais pu déposer un permis de construire. Donc j'ai mis une zone sanitaire extrêmement grande autour de mon lieu d'activité. J'ai déclaré à l'ordre ma position du côté léonien pour que ce soit très très clair. Et je travaille plus loin. Donc forcément, c'est une contrainte. Ça, c'est d'un point de vue déontologique et réglementaire. Après, en termes d'organisation, les journées font 24 heures. Si on met 12 heures à chacun, on y arrive. On peut peut-être du coup te laisser compléter, Alice, sur ton métier d'architecte et d'élu. Alors moi, je suis pas maire déjà. Je suis qu'adjointe au maire, donc déjà, ça fait redescendre un peu. Et on a fait le choix sur l'équipe, quand on a pris mes portefeuilles, de ne pas m'attribuer l'urbanisme, parce que j'avais des projets sur la commune en cours, et que voilà, je préférais avoir un œil plutôt extérieur. Donc je suis dans la commission pour travailler sur le PLU, j'apporte moi ma petite pierre à l'édifice, mais je ne suis pas en charge, je ne signe pas les permis. Et effectivement, quand j'ai un projet sur la commune, alors j'en ai plus beaucoup parce que je limite, mais bon, il faut quand même pouvoir bosser un peu, parce que être élu, ça prend quasiment tout le temps, parce que quand on a vraiment quelque chose, c'est passionnant, donc moi j'arrive plus trop à limiter. Donc je suis à mon compte, donc à un moment donné, c'est tant de projets en moins que je fais, donc il faut quand même que j'en prenne un peu. Et c'est vrai que quand on demande sur la commune sur des projets très intéressants, ça m'embête d'être de côté. Donc je construis quand même un tout petit peu encore sur la commune, mais quand mais sans être en charge, j'en parle à l'équipe. On pèse le pour le contre. J'annonce, tiens, on m'a demandé de faire une réno de ci, est-ce que ça vous... Hein, on demande à notre DGS. On essaie d'être très carré. Et puis les gens le savent, donc on ne se cache pas. Et, voilà. Et je suis sûr que quand alors je ne sais pas si tu fais du marché public, mais moi je trouve que la fonction d'architecte est enrichie par le métier d'architecte est enrichi par notre fonction d'élu et réciproquement. Je suis sûr que le jour où tu feras des petits marchés publics, tu sauras aussi pouvoir amener la dynamique que tu as pu voir avec tes confrères qui font le projet. Par contre, c'est hyper enrichissant d'être de l'autre côté. C'est-à-dire que je ne fais pas forcément de marché public, mais quand j'étais salarié d'une agence, on en faisait beaucoup. Et effectivement, là, d'être dans des jurys pour... parce qu'on n'a pas que cette nouvelle école sur la commune, on rénove énormément, donc on fait beaucoup appel à des équipes de maîtrise d'œuvre. Et c'est super intéressant pour sa culture perso de comprendre comment on attribue un projet, quelle est la chaîne de décision, et que non, c'est pas pipoté, et qu'il y a des vrais critères. Et qu'en fait, on est 15 autour de la table, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne, et que tout le monde donne son avis, qu'on a des experts, etc. Et que c'est pas le maire tout seul qui décide dans son bureau. Donc ça c'est intéressant quand même. C'est très important, effectivement. Merci.